Aujourd'hui, je voulais vous parler particulièrement, on a vu hier un petit peu tout le système digestif, comment les aliments rentraient dans le corps, et on a dit que finalement, tant qu'ils n'avaient pas passé la barrière intestinale, eh bien, ces aliments, ils ne faisaient pas partie de notre corps. Et une fois qu'ils ont passé la barrière intestinale, là, ils rentrent dans le corps. Il faut bien qu'ils soient amenés aux cellules. Et c'est là où va rentrer en compte un des grands fluides du corps. Il y a 2 grands fluides du corps, enfin 3 en tout si on considère l'eau, qui est essentielle, qui représente même selon les personnes, entre 50 et 70% de la masse corporelle. Eh bien, il y a 2 fluides essentiels dans le corps. Est-ce que quelqu'un les connaît, ces 2 fluides? Le sang et la lymphe. Ah, le sang et la lymphe. Alors, je ne vais pas vous cacher que moi, la lymphe, il y a encore 10 ans, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai un feutre par là. Ah, tu vois, il y a 10 ans, j'étais plus âgé que toi, donc ça craignait plus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand même, toute ma vie, on m'a parlé du sang. On m'a parlé beaucoup du sang, on a fait des analyses de sang, on m'a parlé de la qualité de mon sang, on m'a parlé du cœur, des artères, des artérioles, des veines, des coronaires. Tout ça, c'était bien connu. La lymphe, terra incognita. Je n'ai aucune idée de ce que ça pouvait... Déjà, à quoi ça servait. Alors, si on donnait un rôle à ces 2 liquides, sans parler de proportion pour l'instant, le sang, ça serait plutôt quoi dans le corps? Qu'est-ce qui fait le sang dans le corps? Il nourrit le corps. Il nourrit le corps. Nourrit le corps. Le sang, c'est nourriture. Il nourrit la cellule. Il permet finalement les transferts aux différents organes et plus spécifiquement aux cellules dans les organes de tous les éléments nutritifs apportés par la digestion, l'assimilation et tous les autres processus de nourrissement du corps. Et la lymphe, qu'est-ce que c'est? Quel est son job? Parce que on apporte la nourriture, mais dans tout système qui tient la route, une fois qu'on a servi les plats et qu'on a bien mangé, eh ben, il faut faire la vaisselle. Elle nettoie le corps. Elle nettoie le corps. C'est l'agent nettoyage. Dans 24 heures. Ah bon, on ne parle pas trop du nettoyage. C'est vrai que là encore, on est une civilisation qui n'aime pas la matière, les choses un peu, les éliminations, les déchets, les ordures. On laisse ça aux éboueurs, puis c'est un truc, ça, hein, le recyclage, c'est pas notre truc. Nous, on aime bien consommer. Ça, le sang, on connaît. Manger, se nourrir. Mais par contre, tout ce qui est nettoyage, l'arrière-cuisine, les toilettes, c'est un petit endroit fermé, là, tout sombre, là, où on met un petit peu de pchit de temps en temps, mais c'est tout. Pourtant, au niveau des proportions de ces fluides, c'est assez stupéfiant. Le rapport entre les deux, il est de 25 75. Alors quand je donne ce chiffre de 75, il faut bien savoir que ça comprend ce qu'on appelle le liquide interstitiel, qui est plutôt de type lymphatique. C'est bien pour ça qu'on considère que 25% est spécifiquement nourricier, alors que 75% va être de type lymphatique. Donc le liquide interstitiel, c'est tout simple. Quand vous avez des cellules comme ça, qui sont comme ça, toujours pareil, ce sont des représentations schématiques, on ne rentre pas dans le vécu de la cellule. Eh bien, on va avoir, si j'avais un feutre rouge, bon, vous allez imaginer que c'est en rouge. Eh bien, on va avoir le sang qui amène la nourriture comme ça. Là, il y a tout un liquide qui baigne ces cellules. C'est ce qu'on appelle le liquide interstitiel et qui permet les échanges, donc rentrer et sortir de la cellule. Et on va voir ce que fait la cellule et que met cette cellule dans le liquide interstitiel. Et ensuite, il y a de la lymphe qui repart. Qui prend 75% du temps, c'est ça que vous dire? Pardon? 75% c'est le temps qu'il met? Non, la proportion en volume de sang et de lymphe dans le corps humain. La lymphe, c'est un produit, je pensais que c'était un organe. Enfin, non, c'est un produit visqueux de type adipeux. C'est un peu de la graisse, c'est formé beaucoup à partir d'acides gras. C'est le liquide qui se forme quand
quand on cicatrise, tu sais, parfois il y a un truc un peu gras qui vient quand on a une plaie profonde, c'est ça? Non. Ça ressemble ou ça n'a rien à voir? Quand on se blesse, c'est un liquide blanc qui sort. Ah, Non. d'accord, à ce niveau-là, il y a de la lymphe là-dedans. Il y en a, Oui, hein, c'est oui, bien oui, ça. bien sûr, puisqu'elle a Bien sûr. c'est qu'il sort parce qu'elle vient là aussi pour épurer. Ouais. Il y a un phénomène d'épuration qui se passe. On m'avait toujours dit que c'était de la lymphe, donc je voulais vérifier que... Donc cette lymphe, elle est formée à partir d'acides gras et on verra quel sens ça a. Et on verra quel rôle joue le gras dans le corps, qui n'est souvent pas le rôle qu'on peut imaginer, qui est un rôle essentiel, qui est même vital, mais qu'on n'imagine pas. Donc voilà, il y a beaucoup plus de lymphe que de sang. Et cette lymphe et ce sang, ben, elles ont des caractéristiques bien particulières et bien différentes. Le sang, il est propulsé par le cœur, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui se contracte régulièrement et qui envoie le sang. Il envoie le sang via tout un système. Il y a d'abord les artères, l'artère aortique, et puis après ça se divise, puis ça se divise, puis ça se divise, et ça fait comme un arbre, un peu vu à l'envers. Puis après, il y a un retour veineux qui permet de ramener ça au cœur. C'est la forme du péricarde et de la coupe du crâne à l'envers. Pour la lymphe, c'est totalement différent, parce qu'il n'y a pas d'organes qui se contractent et qui lui permettent de progresser. C'est-à-dire que la lymphe, par elle-même, alors ça c'est vrai, mais c'est faux. En fait, les conduits lymphatiques, ils sont de ce type-là, c'est pas deux tubes parfaitement parallèles, il y a des strictions, et le système nerveux parasympathique permet d'avoir une petite progression comme ça, comme des petits ventricules qui se videraient les uns dans les autres. Mais c'est extrêmement faible et pas assez suffisant. Un litre tous les 24 heures, le débit, je crois. 1 litre tous les 24 heures. Oui, c'est très lent par rapport au cœur, je ne me souviens plus combien c'est. Mais... 100, je crois que c'est 5 litres par heure. Voilà, exactement. Donc la lymphe, elle a besoin du mouvement, de notre mouvement, de tout ce qu'on peut faire comme mouvement dans la journée pour circuler. Et c'est-à-dire que si on veut avoir un bon transport des déchets du milieu cellulaire vers ce qu'on va avoir après, logiquement, c'est la sortie vers l'extérieur, puisque on a fait rentrer dans le milieu intérieur via la paroi intestinale, ça passe dans le sang, ça va nourrir les cellules, ça fait tout le job des cellules, et puis après, on dessert la table, hop, on vient, on prend le plateau, on enlève tout ça, on va aller nettoyer ça dans ce qu'on appelle les émonctoires, on va voir ensuite, et puis des émonctoires, ça va partir enfin dans le milieu extérieur, et là la boucle sera bouclée, clac, 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 et on devient élément du système qui nous-mêmes, à l'échelle plus grande de l'individu, consommons et rejetons. Consommons et rejetons. Ce qui se passe à l'échelle cellulaire, eh bien, se passe aussi à l'échelle individuelle, et c'est juste des questions d'échelle. Donc la lymphe, pour progresser, elle demande notre mouvement, et ce mouvement va être essentiel, surtout quand on est en période de détoxination. Sinon, on a une lymphe qui est gorgée de toxines, qui ne progresse pas. Il y a des stases de lymphe, des stagnations de lymphe, et il s'ensuit bien tous les problèmes de détoxination, de malaise, de mal-être que l'on vit, ce sont ces stases de lymphe, c'est-à-dire une stase de toxines dans l'organisme qui ne bouge pas, qui n'arrive pas aux émonctoires. Le nettoyage semble être vibratoire, parce que l'ondulation. Oui, il est très lié le au cœur, mouvement. C'est les pulsations. C'est- Donc Oui, c'est différent du votre mais même le cœur, le fait qu'il y ait dans le cœur des pulsations qui poussent le sang, comme le sang arrive à ce niveau-là, il y a une toute petite influence sur la lymphe, il y a toujours une petite pression. Mais contrairement au sang, la lymphe n'est pas propulsée par un organe. Et ça, c'est quand même une différence fondamentale. Donc je veux dire, Donc, l'un est un battement et l'autre est une En fait, vibration. D'accord. C'est par le sport en fait qu'on peut faire bouger là. Le mouvement. Par l'activité physique normale. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui prouve encore une fois que le fait de rester 9 heures sur une chaise pendant la journée est anti-physiologique. Bon, je ne crois pas qu'il y avait besoin de ça pour s'en rendre compte, mais c'est juste qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est juste pas fait pour ça. Mais de toute façon, si on faisait la liste de tout ce pourquoi on n'est pas fait et qu'on fait actuellement, c'est à croire que c'est une forme de conspiration. Non mais c'est vrai, hein, on ferait une totale inversion des valeurs en simplifiant, mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui... Ça frise le gag si c'était pas... Bon, enfin si, ça frise le gag. Et le fameux drainage lymphatique. Alors, drainage lymphatique, on va en parler. On va en parler avec les émonctoires. Tu pourras la reposer? Merci beaucoup. Donc, la lymphe, un liquide visqueux, alors que le sang est beaucoup plus fluide.
hein, que la lymphe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qu'est-ce que devient la lymphe? Les cellules là, ben, ce que je vous ai dit, un corps, ça consomme et ça rejette. Qu'est-ce que fait une cellule? Elle fait exactement la même chose. La cellule, elle reçoit du sang, enfin, elle reçoit les liquides nutritifs par le sang, les nutriments par le sang, et eh bien, elle respire et elle élimine dans le système. Donc, elle rejette à l'extérieur. La cellule, c'est un microsystème. Et donc, on a le corps, qui est un système qu'on peut voir à part entière. On consomme et on rejette par les selles et par les urines et par la respiration majoritairement. Eh bien, la cellule, à son niveau, c'est pareil. Elle consomme et elle rejette. Et si on allait encore plus dans l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle des univers de type fractaux, c'est-à-dire que chaque sous-partie a à peu près les mêmes propriétés que le gros ensemble. Et donc on peut réduire comme ça et chacune de ces parties va éliminer. Et ensuite le système au-dessus va prendre des déchets ou va se charger du nourrissement et on passe comme ça d'étage en étage. Comme l'infiniment grand, l'infiniment petit. Voilà. Et donc quand la cellule consomme, eh bien, elle est nourrie et quand elle rejette quelque chose, on appelle ça des toxines, mais naturelles, hein, puisque tout processus cellulaire produit des toxines, on appelle ça des toxines. Il y a un gros problème de fenêtre, je suis désolé. C'est ça, ou alors je ne sais pas si quelqu'un aurait... Ça, quand elles sortent directement de la cellule et du processus normal, ce sont des toxines endogènes. Endogènes, ça veut dire qu'elles viennent de l'intérieur du corps et que quelque part, c'est le fonctionnement normal du corps. Il n'y a pas de processus de vie sans un processus qu'on appelle le catabolisme, qui est la destruction. La destruction fait partie de la vie. Et puis derrière, il y a la reconstruction. Et c'est un processus qui n'a pas de fin. On détruit, on reconstruit, on détruit, on reconstruit. Donc toutes ces toxines qui sortent sont les toxines endogènes. Par contre, eh bien, si il y a des produits qui ne sont pas adaptés à la nutrition cellulaire qui arrive par le sang, du style des grosses chaînes de protéines qui sont passées au travers de la paroi intestinale, comme je vous disais hier. Elles arrivent dans le liquide interstitiel, ben, soit elles stagnent là, soit elles arrivent, et là c'est encore pire, à rentrer dans la cellule, mais de toute façon c'est des briques qui ne sont pas à la bonne taille. Donc, sur le plan, on regarde, tu vois, page 1, page 2, non, il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire. Bon, ben, on stocke dans un coin. On stocke dans un coin, et puis quand on a le temps, quand même, on se dit, bon, s'il y a la possibilité, il faut les évacuer. Et c'est ce dont va se charger aussi la lymphe, et ça, on va parler de toxines exogènes, c'est-à-dire qui viennent du milieu extérieur, qui ne sont pas liées au fonctionnement normal du corps, mais qui sont liées au milieu extérieur. Et autant le corps, il est bien muni pour s'occuper des toxines endogènes, autant les toxines exogènes, c'est relativement récent, et ça l'est de plus en plus. On a vu, au niveau, que ce soit alimentation, ou toutes les toxines qui peuvent nous arriver de type environnemental, eh bien une explosion à partir de la Seconde Guerre mondiale particulièrement. Il y a eu vraiment quelque chose de très massif là-dedans. Donc, les toxines exogènes qui avaient toujours existé, mais c'est une question de proportion, eh bien, elles augmentent de plus en plus dans notre vie. Et le travail de la lymphe, il est de plus en plus compliqué. Et le travail de la lymphe, c'est un travail d'épuration. Donc la lymphe, elle prend ces toxines, d'abord les endogènes, c'est ce qui se passe pendant toutes les nuits. La première partie de nuit, on s'occupe des toxines endogènes. C'est-à-dire que le corps rentre dans un processus de détoxination et élimine ces déchets endogènes. Et puis, s'il reste du temps, s'il n'y avait pas trop de toxines endogènes, eh ben, il commence à s'occuper des toxines exogènes. Sauf si on lui coupe la patte à 7 h du matin avec un café et un croissant, parce qu'à ce moment-là, bon, ben, il avait juste commencé et puis bon, voilà, on lui arrête le travail. Et donc ces toxines exogènes, ou endogènes d'ailleurs, eh bien, la lymphe, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle va les reverser dans le sang? Moi longtemps, au début quand je me suis intéressé à la lymphe, après je croyais que la lymphe allait reverser dans le sang. Imaginons, on a une cuisine, on vous apporte des cajots avec des légumes frais. Ça c'est le sang, il apporte les cajots dans les légumes frais. Il y a la cuisine, c'est un petit peu la cellule, l'intérieur de la cellule, on fait son repas, on se nourrit et tout. Et puis au moment de sortir, on sent un besoin pressant et on se met à déféquer dans le cajot de légumes qui arrive. Il y a un problème technique là.
Il y a un problème technique. Alors, c'est ça qui m'a fait m'interroger, commencer à faire des recherches sur la lymphe. Et puis je me suis rendu compte très rapidement, en étudiant un petit peu de physiologie de base dans des livres de physiologie, que la lymphe ne se reversait pas comme ça dans le sang. Et qu'en fait, elle ne se reversait pas vraiment dans le sang. Il y a une connexion entre le sang et la lymphe à ce niveau-là, au niveau d'une glande qu'on appelle le thymus. Mais ce n'est pas vraiment un reversement. Et en tout cas, entre les deux, la lymphe, elle a subi tout un circuit. Et un circuit qui n'est pas anodin. Parce que, si vous imaginez ces amas cellulaires, donc là on a nos petites cellules, et je vous ai dit, le sang arrive, et la lymphe repart. En fait, la lymphe, elle repart, mais ce sont des tout petits canaux. Et puis, des amas de cellules, on a des tas comme ça dans le corps, et donc on a des tout petits canaux qui arrivent comme ça. Et puis ces petits canaux, à l'inverse du sang qui se divise en artères, puis en artérioles, puis en veines, puis en vénules, eh bien, ces petits canaux, ils se rassemblent en conduits lymphatiques, progressivement, qui deviennent eh bien, de plus en plus importants. Et alors, ces conduits lymphatiques, ils ont une particularité, c'est que le long de ces conduits lymphatiques, régulièrement, il y a des petites poches, comme des vésicules, qu'on appelle des ganglions. Des ganglions dans le corps, je ne sais plus combien on en a, mais c'est plusieurs milliers qu'on a de ganglions. Il y en a des plus ou moins gros. Alors, des gros ganglions, qu'est-ce que c'est? Ben, les amygdales. Les amygdales, c'est un gros ganglion. Sous les bras, on a énormément de ganglions. L'appendice, le mal-aimé appendice, c'est un ganglion. Des ganglions, on en a partout. Et les ganglions, eh bien, quand la lymphe progresse, bien, les ganglions, c'est, au niveau image, on pourrait dire les stations d'épuration. C'est-à-dire, c'est des stations d'épuration partielles qui permettent déjà de commencer le travail. Et ce qui est intéressant au niveau de la lymphe, c'est qu'il y a des gros ganglions terminaux, mais le but, c'est que le travail soit déjà fait en amont par les petits. Et quelque part, il n'y a que quand le petit est rempli que ça va se déverser dans un suivant. Et ça progresse comme ça. Et dans ces ganglions, eh bien, c'est un milieu d'échange dans lequel vont pouvoir proliférer des levures et des bactéries et des microbes, et qui vont permettre, finalement, de transformer et digérer les toxines. Ce sont des stations d'épuration. Dans une station d'épuration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met des matières qui ne sont pas a priori très ragoûtantes, et suite à un processus microbien et biologique, eh bien, on ressort quelque chose qui, en théorie, est relativement propre. Et alors, souvent, je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu les amygdales enlevées. Moi, j'ai eu l'appendice enlevé. Quand j'avais 8 ans, c'était la grande mode dans mon école, il fallait tous qu'on ait une bouteille avec son appendice, là, parce que quand on nous le coupait, on nous la mettait dans une espèce de petit bocal et on pouvait le ramener à l'école. Donc, pardon? Les ganglions sur le bras, après le cancer du sein. Voilà, exactement. Donc on va voir, on prendra cet exemple-là, ça va être intéressant. Donc on enlève les appendices, on enlève les ganglions. Dès qu'il y a un ganglion enflammé, on enlève le ganglion. Un ganglion enflammé, c'est un ganglion qui est saturé et dans lequel il y a un travail biologique et de nettoyage qui est en train de se faire. Alors imaginons, vous avez une maison, puis c'est une maison très particulière, c'est une maison où il y a 6 fosses septiques, comme ça, 6 fosses septiques, c'est une lubie. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Et puis il y a une fosse septique qui est complètement pleine, qui commence à déborder, ça commence à sentir mauvais autour. On appelle le responsable des fosses septiques, puis il arrive, il regarde, oh, votre fosse septique elle est saturée. Pas de problème, on la vire. Ok. Il ne reste plus que 5 fosses septiques. Alors, bien sûr, les 5 fosses septiques, elles se remplissent un peu plus vite, parce qu'il y en a une de moins. Il y en a une qui commence à déborder, on l'appelle. Oh, pas de problème, vous en avez un. On vire. Et on fait ça jusqu'à se retrouver avec une fosse septique. Alors quand on n'a plus qu'une fosse septique, elle est en permanence bouchée, elle est en permanence saturée. Puis là on appelle le gars et puis on lui dit qu'est-ce qu'on fait? On vire. Et là finalement il y a les toilettes qui se déversent sur le terrain et c'est l'inondation. Alors c'est un parallèle un peu simple, mais je crois que c'est une image qui parle beaucoup. C'est-à-dire que tous ces petits ganglions, quand ils sont enflammés, c'est juste parce qu'il y a un travail d'épuration qui est en train de se faire. Et plus on les supprime, et plus la charge sur les autres ganglions en aval va être importante. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, me contacte et me dit « j'ai des migraines à répétition », la première question que je lui pose, c'est « est-ce que tu as tes amygdales ?» On va dire que dans 80% des cas, il va me dire « non ».
Bon, je lui dis, ok, tes amygdales drainent toute la partie cervicale en toxine, tes migraines, c'est juste parce que tu n'as plus rien pour drainer ta partie cervicale, c'est tout. Alors, c'est pas terrible, mais il va falloir savoir qu'il va y avoir une surcharge sur d'autres ganglions placés un peu plus bas. Et donc, il va falloir être un peu plus rigoureux, parce que sinon, tu n'as pas de sortie de secours. Enfin, t'as plus les boules. Ouais, exactement, exactement. Donc, les amygdales ou les végétations, tout ça, ce sont des systèmes, une fois qu'ils sont supprimés, eh bien, je veux dire, fatalement, c'est une cascade, finalement, de conséquences en chaîne, et ça ne fait qu'aggraver la situation, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Chaque fois qu'on enlève un ganglion, on enlève au corps une possibilité de se nettoyer. C'est aussi simple que ça. Donc, ces petits vésicules, il y en a des tout petits, il y en a des beaucoup plus gros. La majorité, je vous dis, ils se situent, bon, on a les amygdales, là, qui sont très très connues. On en a beaucoup sous les bras, hein, sous les bras qui drainent toute la partie centrale. On en a beaucoup à ce niveau, hein, qui drainent bon, mais toute la partie basse, les intestins, ainsi de suite. Je ne sais pas, au niveau des jambes, j'ai jamais trop regardé. Mais on a des ganglions dans les jambes, hein, mais des plus petits. On n'a pas des principaux dans les jambes. Et chaque fois qu'on en supprime un, mais quelque part, c'est un travail de plus qu'on donne aux suivants et aux voisins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Naturellement, le corps, il a des ganglions. Quoi. Ah, mais il y en a partout. Quand on dit je sens mes ganglions, on les a toujours. Ouais, on sent les ganglions parce qu'ils sont enflammés. Le problème, c'est que dans le regard, je veux dire, allopathique classique, il y a une compréhension de l'inflammation comme quelque chose de néfaste qu'il faut supprimer. Le regard hygiéniste montre, prétend et assure, parce que pour moi c'est une conviction basée sur l'expérience, assure que tout processus inflammatoire est un processus en cours de guérison, mais aussi de destruction. Mais c'est un processus en cours et qu'il faut laisser faire. Là, pour l'occasion, quand un ganglion est soi-disant enflammé, c'est juste qu'il est gorgé de toxines, qu'il y a une prolifération bactérienne à la périphérie, disons, à l'endroit de contact entre le ganglion et tout ce qu'il y a derrière, et qu'à cet endroit-là, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, et aussi un transport vers ce qu'on va appeler les émonctoires. Alors les émonctoires, qu'est-ce que c'est? Je vous dis, les toxines, elles partent dans les petits vaisseaux, elles arrivent au niveau des ganglions, elles remplissent celui-là, tchac tchac, là il y a des microbes, des levures, ils en mangent une partie, mais ils ne mangent pas tout. Et puis là, des ganglions, il y en a beaucoup autour de certains organes. Il y en a beaucoup autour des reins, il y en a beaucoup autour des poumons aussi, et il y en a beaucoup autour des intestins qui vont drainer. Pourquoi? Ben parce que ça va renvoyer, il faut bien les faire sortir ces toxines, celles qui ne peuvent pas être mangées par les petits microbes et les levures. Et on va les faire sortir vers des organes qu'on va appeler les émonctoires. Alors un émonctoire, c'est quelque chose qui fait sortir vers le milieu extérieur. L'intestin, la paroi de l'intestin permet de passer du milieu extérieur au milieu intérieur. Un émonctoire, ça permet de faire l'inverse. Les émonctoires, ce sont les intestins, les principaux, ce sont les intestins. Quand on va à la selle, on élimine énormément. Ce sont les reins, par l'urine, et ce sont les poumons. Ce sont les trois émonctoires principaux. On cite souvent le foie en tant qu'émonctoire. Alors la peau, on va y revenir. Le foie en tant qu'émonctoire n'est pas un émonctoire en tant que tel, dans la mesure où il ne se déverse pas dans le milieu extérieur. Il joue un rôle essentiel dans la détoxination, dans la transformation, dans tous les processus de régulation et de détoxination, mais ce n'est pas un émonctoire dans la mesure où ça ne sort pas. Et donc, ben, je vous dis, les intestins, le rein gauche, le rein droit, le poumon et le troisième intestin. Le troisième intestin, le plus grand organe éliminatif qu'on ait sur notre corps en termes de surface, notre troisième rein, pardon, excusez-moi, je dois passer à manger là. Notre troisième rein, la peau. La peau, c'est notre troisième rein. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une sortie de matière par la peau, boutons et ainsi de suite, il y a à suspecter une saturation des reins. C'est-à-dire que les reins sont déjà beaucoup trop chargés et que finalement, ça sort en plus par la peau. Ça déborde par la peau. Et donc, l'idée, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est engorgé, quelque part, qui a une inflammation des ganglions, c'est non pas de supprimer le ganglion, mais de tirer un peu plus en aval. C'est-à-dire, on aide les reins à faire sortir pour que le ganglion se déverse un peu plus rapidement dans le rein, pour que, et ainsi de suite, pour vider. Hein. Mais on ne peut pas re-remplir si on n'a pas commencé à vider en aval. Sinon, on continue à apporter de la matière, et tout est saturé.
C'est pour ça que quand on me parle de drainage lymphatique, je dis oui mais, parce que si nos émonctoires sont déjà saturés, on aura beau drainer et faire circuler, s'il n'y a aucun moyen de sortir vers le milieu extérieur, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et c'est même dangereux, parce qu'on va remettre en circulation quelque chose qui ne peut pas être traité. C'est quoi un drainage lymphatique? Alors, c'est un massage, je parle sous couvert parce que je n'en ai jamais pratiqué. Je me suis intéressé à la pratique pour savoir à quoi ça correspondait, mais c'est un massage, on dit drainage ou massage, c'est un massage qui aurait pour vertu de mieux faire circuler la lymphe. Le problème, c'est que cette lymphe, c'est un peu comme quand sur une route, vous savez, imaginons, vous avez une deux voies qui se met en une seule voie. Ça, c'est typique quand on arrive au rond-point, et puis qu'est-ce qui se passe? Ça bouchonne là. Voilà, ça bouchonne là, parce que finalement, ben là, il y a une striction. Et cette striction, ben, c'est la capacité de l'émonctoire à faire sortir vers le milieu extérieur. Eh bien, si un ingénieur dit, oh, pas de problème, vous inquiétez pas, on va faire une 4 voies. Ben, on va faire pareil. Au contraire même, parce qu'il va y en avoir plus qui vont arriver, et ça va saturer encore un peu plus. Donc, drainage lymphatique, oui, mais pourquoi? S'il n'y a pas un travail sur les émonctoires en aval, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais on m'a relaté des tas de cas où on me dit, ouais, je suis allé faire des drainages lymphatiques. Je disais, mais au contraire, ça s'est allé de plus en plus mal. Je dis, oui, ben, les reins étaient complètement bloqués, il est constipé, la personne n'allait pas à la selle plus d'une fois par semaine. On ne fait pas un drainage lymphatique dans ces cas-là, parce que la personne il y aura une forme d'auto-intoxication, fatalement. Toutes ces techniques, ça demande avant une détoxination de toute façon. Ça demande aussi surtout le regard global, de comprendre pourquoi on utilise tel outil. C'est surtout ça. L'outil est neutre en lui-même. Mon grand-père, il disait toujours avec une bêche, hein, on peut ouvrir un sillon et planter une graine, et on peut fendre le crâne de son voisin. L'outil, il est absolument neutre. Par contre, c'est l'intention qu'il y a derrière, et c'est la compréhension de l'outil et de son utilisation. On a tous les outils à notre main pour créer un paradis de ce monde, et pour créer vraiment, moi j'utiliserai mes mots, mais le royaume auquel j'aspire, le monde de béatitude auquel j'aspire, on a tous les outils, ils sont tous là. Et c'est tous les outils qu'on considère comme néfastes actuellement. Donc un drainage lymphatique parfait, mais utilisé avec une compréhension et à dessein. Drainage lymphatique parfait. Et donc, comment augmenter la capacité des émonctoires? Alors, comment stimuler les émonctoires? Mais ça va dépendre des émonctoires. Ça va dépendre des émonctoires. Alors, les émonctoires, ils éliminent des choses différentes. Alors, attention, une petite précision. Quand je dis que les intestins sont un émonctoire, ce n'est pas les déchets qui passent dans l'intestin qui correspondent à ce que le corps fait sortir. Parce que ces déchets-là, ils ne sont pas rentrés dans le milieu intérieur. Donc, ça reste des choses qui sont restées extérieures. Mais au niveau de la paroi de l'intestin, il y a la possibilité de faire sortir des matières. On parle des fibres, alors, par exemple. Les fibres ne correspondent pas à quelque chose qui ressort. Ce n'est pas une toxine. D'accord? En fait, quelque part, les fibres, c'est presque la structure de l'ascenseur qui, en progressant, va se charger des toxines qui vont sortir progressivement. Voilà. Et qui vont les entraîner. C'est bien pour ça que la selle qu'on va voir n'est pas la toxine qu'on fait sortir, mais que sans sa présence, elle n'a pas pu entraîner les toxines au cours de son parcours. Donc, que se passe-t-il quand tu fais un jeûne au jus? Alors, comment le corps, comment l'intestin peut ramener ces toxines et les sortir du corps? Alors, en matière de jeûne au jus, il y a des expériences assez diverses. Ouais. Il y a des gens qui peuvent faire 2-3 semaines de jeûne au jus et avoir des selles moulées pendant 2-3 semaines, je l'ai vu. Ce qui m'a fait penser que finalement, s'il y avait un besoin, il apparaissait quelque part. Ça m'a beaucoup surpris. Ensuite, il y a d'autres émonctoires que les intestins. C'est une question intéressante. Je ne suis pas, mais alors là c'est à titre vraiment personnel, fanat des jeûnes au jus, parce que j'ai pas eu des expériences extraordinaires avec ça, mais je sais que des gens ont vécu des régénérations fabuleuses avec ça. Ça dépend quel jus. Ça dépend quel jus. C'est juste l'absence de fibres, en fait. Ouais. L'absence Du coup, de c'est plus un fibres jeûne. peut... C'est plus un jeûne. C'est plus un jeûne, c'est une monodiète. Quand on boit un jus, alors, quand on boit un jus, vu l'absence de fibres, comment l'intestin peut-il... Bah, ce sera pas l'intestin qui va Ouais, je vais entraîner. un autre émonctoire. Ce sera un autre émonctoire. En même temps, tu vas avoir tous tes reins qui vont être extrêmement sollicités, qui vont éliminer énormément. Tu élimines beaucoup plus par la peau, ça je l'ai remarqué. Hein. Donc il y a une dérivation vers d'autres émonctoires. Quand j'ai cité les 4 émonctoires, la peau, les reins
les intestins et les poumons, ce sont ce qu'on appelle les émonctoires principaux. Et ça, c'est le principe aussi, c'est que, comme pour les ganglions, quand un petit ganglion est saturé, eh bien on passe à des choses beaucoup plus grosses. Et là, c'est pareil, quand les 4 émonctoires principaux sont saturés, eh bien on passe à autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une progressivité. La peau n'est pas toujours l'émonctoire, ça dépend vraiment des terrains des personnes. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui la peau n'est pas l'émonctoire vraiment principal. Voilà, ça va être toujours sur ton émonctoire le plus fort que ça va... Et en plus, il y a des techniques pour aider. Exactement, exactement. En théorie, on pourrait dire que les 3 émonctoires évidents, c'est les reins, les vrais reins, on va dire, les intestins et les poumons. La peau, c'est juste celui vers lequel on se tourne ensuite. Alors, moi, je ne comprends pas comment les poumons peuvent être des émonctoires. Eh bien si, parce qu'ils permettent l'oxydation des acides organiques. Le gaz. Gaz. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Le gaz. Ah oui, mais c'est important. Oui, ok. Ah, mais Et je voyais liquide, tu vois. Donc, là, lors mais d'un cours, il y a quelques années, j'ai posé avec la même anxiété la même question que toi. J'ai dit, mais comment ça se fait? C'est quoi cette histoire? Et on m'avait donné la même réponse. J'ai dit, mais oui. Et qu'en est-il du mucus, justement, des glaires, etc. Ça vient quand même des poumons, enfin, de cette région-là. Je crois que c'est pas que de l'air, non? Enfin, c'est pas que des gaz qui rejettent le poumon. Il y a aussi du mucus. Qu'est-ce que le mucus? Qu'on a quand on. Ça vient dans les bronches, c'est des bronches. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que le mucus? Il n'y a pas que des gaz. Mais bon, La lymphe, ah ben, hop, pile poil, on est juste là. Tout va bien. La lymphe balade des toxines. Les toxines, je vous l'ai dit hier, elles sont de type acide. Donc, elles agressent. Vous imaginez bien que si vous baladez de l'acide chlorhydrique dans des jolis petits tissus tout roses de votre corps, qui sont si fragiles et si doux, ça va mal se passer. Donc, ces toxines, qui sont très acides, eh bien, il faut bien protéger les tissus et les organes contre les attaques de cet acide pendant qu'on les transporte. Et cette protection, elle est assurée par des substances de type lipidique, formées à partir d'acides gras, et qu'on appelle traditionnellement des mucus. C'est ce qui fait cet aspect gluant et gélatineux. Ce n'est qu'une forme d'enrobade pour protéger contre les attaques acides des produits qui sont contenus à l'intérieur. Le mucus en lui-même, quelque part, quand on dit une substance est mucogène, elle n'est pas mucogène, elle est producteur d'acides, et ces acides-là, pour les enrober, pour protéger le corps contre ces attaques, eh bien, il va falloir générer une sorte de mucus tout autour, et là, il y a des glandes à mucus qui produisent du mucus en fonction de la toxémie. la La parole preuve d'estomac en est, par rapport à la c'est que quand on mange, moi quand je mange par exemple des piments, j'en mange une bonne dose, ou des oignons, et bien immédiatement après, dans les quelques secondes qui suivent, eh bien je vais avoir des mucus qui vont sortir, parce que comme le produit que j'ai avalé est très fort, mais que j'aime beaucoup, et bien en fin de compte, il y a un enrodage qui se fait pour permettre de sortir ce qui en fin de compte ne me convient plus. Et alors, petite anecdote, là ça ne sera pas sur la lymphe, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Savez-vous quel est l'un des principaux agents de type lipidique anti-acide dans le corps? Le cholestérol. Le mal-aimé cholestérol. Et qu'est-ce que fait le cholestérol dans les artères? Il protège les artères contre les attaques acides de tous les produits qui sont véhiculés. Le cholestérol. Et alors le cholestérol c'est intéressant. Le cholestérol c'est intéressant parce que on dit il ne faut surtout pas consommer des aliments riches en cholestérol parce que sinon on va avoir du cholestérol qui se dépose et puis que ça va boucher les artères. Manque de bol, quand on mange du cholestérol dans un aliment, le cholestérol c'est une grande molécule grasse. Et le corps, qu'est-ce qu'il en fait de cette grande molécule grasse? On le sait puisqu'on en a parlé hier, il la coupe en crac, 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 en petits éléments que lui connaît. Il la coupe en petits éléments. Une fois qu'il est coupé en petits éléments, le cholestérol, il n'est plus du cholestérol. Si je prends Louis, que je lui coupe un bras, que je coupe deux bras, que je coupe le haut de la tête et que je les sépare, c'est plus Louis, c'est des bouts de Louis. Ben là, on va avoir des bouts de cholestérol, donc des acides gras. Là, on aura un bras. Et ce sera difficile de dire que c'est le bras de Louis, surtout après quelques jours. Donc là, on va avoir des acides gras. Le cholestérol, il n'en reste plus une fois qu'il a passé la paroi intestinale. Il ne reste plus de cholestérol. Ce qui reste, c'est des acides gras. Par contre, le corps a la capacité de produire du cholestérol dans le foie en fonction des besoins. C'est intéressant ça.
Et ça, si vous posez la question à n'importe quel médecin, il connaît ça très bien, puisque c'est le cours de première année de physiologie de médecine. Et le cours de première année, ils le connaissent très très bien. Donc dire que c'est le cholestérol alimentaire qui produit le cholestérol dans le corps et dans les artères, c'est faux. Enfin, c'est faux, mais c'est pas faux. Parce que, pourquoi est-ce que le foie va être amené à produire du cholestérol? Parce qu'il y a beaucoup d'acides dans le corps et qu'il faut protéger le corps contre ces acides. Or, dans les aliments qui contiennent beaucoup de cholestérol au niveau alimentaire, la plupart du temps, c'est des produits animaux qui conjuguent à la fois cholestérol alimentaire, mais aussi énormément de toxines. Donc il est clair que quand on supprime ces aliments, eh bien, il y a une baisse de la toxémie, donc une baisse des besoins du corps pour se protéger, et donc une baisse de la sécrétion de cholestérol. Mais ce n'est pas le cholestérol qu'on apporte. Imaginons, vous me donnez du cholestérol comme ça, alors que j'ai une toxémie qui est faible, je ne vais pas avoir de cholestérol dans mes artères. J'aurai juste des acides gras en circulation dans le corps, ou de la graisse qui va se former. Mais je n'aurai pas besoin d'avoir du cholestérol pour me protéger. Le cholestérol est un agent antiacide. Et ça devient intéressant parce que, à l'inverse, imaginons quelqu'un qui a beaucoup de cholestérol dans ses artères. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de se protéger contre une acidose globale des tissus. Il a beaucoup d'acide en lui. Si cette personne, on lui donne des médicaments anti-cholestérol, qui inhibent la sécrétion de cholestérol par le foie et ainsi de suite, alors qu'on ne modifie pas son régime, ben alors là c'est la cata. C'est la cata parce qu'il n'a plus son petit bouclier pour se protéger des acides et on n'a rien fait pour empêcher les acides. C'est la cata. De la même manière, il y a un produit qui est très acide dans l'organisme qu'on appelle les oestrogènes. Et les oestrogènes, ils sont régulés par un produit qu'on appelle la progestérone. La progestérone, c'est l'agent anti-acide des oestrogènes. Et on verra quelle importance ça a, puisque la progestérone elle est sécrétée par les glandes surrénales. On en parlera après-demain, des glandes. Et donc, on verra vraiment l'importance qu'a toute cette sphère surrénale là, dans la sécrétion de ces produits. Donc, cholestérol dans le foie, c'est un agent anti-acide. Donc, il y avait une question. C'était quoi la question par rapport à ça? Comment aider Ça venait des mucus. Non, ça venait des mucus. Ah oui, les mucus. Ça venait des mucus. Voilà, les mucus. On était sur les mucus. Donc, on me dit, mais voilà, dans les poumons, il n'y a pas que du gaz parce qu'il y a des mucus. Non. Il y a des échanges gazeux qui se produisent, mais dans ces échanges gazeux, eh bien, il y a aussi des toxines qui se fixent, et ces toxines, elles se retrouvent nimbées par cette substance un peu gélatineuse de type grasse qui va protéger les poumons. Et quand ça sort sous forme de mucus. Donc, on n'élimine pas des mucus, ce n'est pas dans les aliments qu'il y a des mucus. Les mucus, c'est juste l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui va permettre ça. Les poumons, ils permettent globalement d'oxyder les acides volatiles. Et alors, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent en hiver, quand je mange des fruits, j'ai froid. Eh bien, si on a froid, la plupart du temps, froid égale acidose, globalement. Eh bien, on a froid, pourquoi? Parce qu'on ne respire pas assez, on est des sous-vitaux d'une certaine manière, et on ne respire pas assez, et donc on n'oxyde pas ces acides. Et c'est ce qui fait que l'hiver, si on mange une orange qui contient beaucoup d'acide organique, si on ne respire pas, eh bien, on va avoir froid. Par contre, si on a une activité normale, le problème c'est que les fruits ont été pensés pour l'homme dans le cadre d'une vie normale. D'une vie normale. La vie normale, c'est pas manger je ne sais pas combien d'oranges dans un cajot sans avoir la moindre activité physique. C'est cueillir dans les arbres, c'est tout ça. Donc, il est certain que les fruits peuvent refroidir. De toute façon, tout aliment peut refroidir et tout individu en acidose peut refroidir. Le refroidissement par les fruits, il est ponctuel en hiver et il est dû à un manque de respiration. Donc, ça ne sert à rien de se mettre des pulls en plus. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir une vie qui est active, dans laquelle on se déplace. C'est juste ça. Mais c'est intéressant à savoir parce que en naturopathie, il m'a fallu longtemps pour creuser ce point parce qu'il y a des écoles de naturopathie. Il y a quelqu'un qui est un naturopathe en France qui est très véhément par rapport à ça. Et ces remarques, je les trouve judicieuses aussi. Parce qu'il dit les individus sous-vitaux. Mais les individus sous-vitaux, c'est des sous-respirants. C'est des gens qui ne respirent pas. Et donc la solution, c'est pas de les considérer comme des sous-vitaux
et de ne pas leur donner de fruits, la solution c'est de relancer le souffle. Relancer la vitalité. Voilà. Et de prendre une nourriture physiologique qui va réalimenter le souffle, le plaisir de vivre, la joie, la motivation basée sur la joie. Et puis là, c'est une spirale vertueuse et c'est parti. Mais Yes. même dans les grands froids, même dans les grands froids, quand on parle de moins 20, moins 25, moins 30, on couvert bien sûr, hein, mais si on a une activité, ne serait-ce que la marche, là on n'a pas froid. Ouais. Moi je l'ai vécu cet hiver avec plaisir. Ah, bien Dans sûr. le sens où on n'est pas obligé de faire du snowboard ou vraiment des activités sportives pour ne pas avoir froid. Non, il suffit Avoir juste d'être en mouvement. une alimentation saine et du mouvement, donc forcément de la respiration, puisqu'en plus on parle de froid, on parle d'altitude généralement, sauf au Canada, au Québec Ouais. peut-être où c'est plat, mais on est forcément en altitude, donc on va devoir respirer plus, donc etc. Exactement. etc. Exactement. Mais Ça fait des choses Là, correctes. là, je fais celui qui donne des leçons à tout le monde sur la respiration, mais j'en prends la mesure depuis pas si longtemps, vraiment, à quelle importance, et je le pratique depuis encore moins longtemps. Hein. Mais bon, voilà, je sais où je veux aller. Ouais, la respiration consciente, peut-être tu pratiques depuis pas longtemps, mais en courant, tu avais intérêt à respirer parce que sinon. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. L'intérêt par exemple des exercices respiratoires, c'est que comparé à un exercice physique, amplifie la respiration. Naturellement, on va respirer plus profondément, plus puissamment. Et l'intérêt des exercices respiratoires, c'est qu'on a le gain de l'énergie de la respiration sans la dépense de l'énergie. Sinon, il y a un ratio entre le mouvement, les exercices qu'on fait, sportifs, et l'énergie qu'on consomme. Alors que là, dans l'exercice respiratoire, c'est vraiment pour se recharger, pour se ressourcer, sans faire la déperdition dans un sport. Mais si on respire et qu'on transforme les muscles, la respiration finalement c'est pour alimenter les muscles. Non, C'est en fait, pour alimenter. en fait, c'est par rapport à ce que disait Thierry hier en fait. Excuse-moi, c'est par rapport à ce que pour commencer à te répondre, je pense que c'est une question de ce qui est le carburant et la batterie. C'est-à-dire que en faisant des techniques de respiration comme ça, on va recharger la batterie, on va recharger l'énergie, le fluide vital. Mais en mangeant, on va mettre du carburant. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire que, enfin, je pense que s'il n'y a pas d'activité physique, il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'activité physique. Si on sépare les deux, on... consciente, justement, où on n'utilise pas, on ne fait pas d'activité physique, à quoi ça sert? Oui, mais il ne parle pas de faire l'un ou l'autre. Il parle d'associer les deux. Oui, Enfin, Je ne dis pas que c'est celui-là qu'il faut faire absolument et ne rien faire pour l'exercice. oui. Une manière de se ressourcer efficacement et généralement, c'est de faire de la respiration et proprement faite et sans faire d'exercice physique. C'est le but de cette séance qui est de travailler à la main, séance de respiration qui a quelques milliers d'années, qui a fait déjà ses preuves largement. Ouais, là on est sur la respiration. Ce qui est très étonnant, c'est que la respiration clarifie les idées. Ça clarifie l'esprit. L'oxygénation ou la suroxygénation de l'esprit du cerveau, c'est un truc de fou. Et vous savez, globalement, ce dont je me rends compte, moi, quand je m'intéresse à l'être humain, au corps humain particulièrement, c'est que quand on reçoit une nouvelle machine chez soi, le premier truc qu'on recherche, c'est la notice d'utilisation. Hein, on dit, ben voilà, ça fonctionne à quoi? C'est du 220, c'est du 110 volts. Où est-ce qu'on appuie sur le bouton marche? C'est fait pour fonctionner combien d'heures? Dans quelles conditions? Est-ce que ça peut être au soleil? Est-ce que ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur? Pour le corps humain, on ne s'est jamais vraiment intéressé à ça. Quelle est la notice d'utilisation normale du corps humain? Et c'est un petit peu, c'est très présomptueux, mais ça a été il y a quelques années ma démarche. De me dire, mais j'étais moi arrivé à un point où ça dysfonctionnait total. Donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose, j'ai raté sur la notice. Donc je vais essayer de comprendre et j'ai essayé de réécrire ma notice au travers de toutes les influences que j'ai reçues. Et souvent quand on dit ça, on dit mais le mouvement, mais oui, mais il est prévu sur la notice. C'est une machine qui doit bouger. C'est une machine qui doit bouger. Exactement, qui doit bouger. Qui doit bouger. Dire qu'il doit bouger. Oui, qui bouge. Qui est faite pour bouger, voilà, qui est une machine bougeante. C'est une machine respirante, c'est une machine aimante, c'est une machine bougeante, c'est une machine transpirante, c'est une machine, voilà. Et donc, connaître ces conditions d'utilisation, c'est pour ça que le côté un peu analytique est intéressant, puisque vu qu'on nous a filé une notice qui était en tchèque ancien en plus, et qu'on ne lit pas le tchèque, ça vaut le coup d'essayer de voir si on n'aurait pas pu le moyen d'écrire une notice en français courant.
C'est ce qu'on essaye de faire et comme il y a beaucoup de gens qui le font, ben c'est chouette. Est-ce que tu as terminé sur les mucus parce que une perfusion là, je sais pas. Vas-y. Le rôle du mucus. Attends, il y a l'avion là. Gardien des avions. La grave longtemps. Voilà. Je peux redire plus fort si c'est possible. Voilà. Merci. Est-ce que tu as terminé sur le rôle du mucus parce que On reviendra sur les mucus de toute façon. Moi j'ai une question sur les émonctoires aussi. J'ai une question sur les J'ai une émonctoires. question alors, on a principalement parlé des trois émonctoires, les reins, les intestins et la peau, ça vient après avant, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas par exemple, j'ai un problème de peau. Pourquoi est-ce que mon corps a choisi la peau? Alors pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, parce que il y a une question d'hérédité. Selon les personnes, on va avoir des émonctoires plus ou moins forts. Hein. Donc ça peut être la peau aussi. Il y a des gens qui, de famille, vont éliminer plus facilement par la peau. Ça peut être aussi fortement parce que les autres émonctoires sont un peu plus faibles ou pas assez sollicités ou pas assez stimulés. Ou ont été trop stimulés. Ou ont été trop stimulés, ou pour qu'un émonctoire fonctionne, il faut aussi que l'influx nerveux, les hormones y arrivent, et peut-être qu'il y a une déficience en aval qui fait que cet émonctoire-là, il ne tourne pas à son plein potentiel. Donc, on diverge vers autre chose. Mais souvent, quand même, quand c'est la peau, par exemple, on trouve des histoires familiales. C'est-à-dire qu'il va y avoir des familles où ça sort plus par la peau. Des familles où on va être constipé à longueur de temps, ainsi de suite. Tu vois, Ça va être peut-être le côté émotionnel qui va parler plus aussi. Oui, la peau c'est vraiment la carapace avec le milieu extérieur. C'est pour ça, il y a toutes ces dimensions, la dimension émotionnelle. C'est là où c'est intéressant aussi, parce que hier on parlait avec Pascal, on essayait vraiment de mettre en regard nos approches, nos enseignements et nos écoles de pensée. L'approche plus asiatique chinoise qu'il a eue, moi l'approche plus occidentale, physiologique. Et on se rendait compte que souvent on dit des choses qui ont l'air opposées, mais qui ne le sont pas. C'est quand je regarde cette bouteille comme ça, je peux la regarder comme ça et j'ai une vision de la bouteille. Je peux la regarder comme ça et j'ai une vision de sa bouteille. Elles sont totalement différentes, ces deux visions. Mais pourtant, c'est la même bouteille. C'est vraiment la même bouteille. Et là, c'est un peu pareil. Les regards nous permettent d'avoir des explications, des approches. Comme je vous le disais hier, penser un tout qui soit physico, psycho, émotionnel, c'est très difficile pour nous. Donc quelque part, ces différents regards, c'est un peu comme des pis-aller pour arriver à avoir cette approche globale du corps humain. Et donc, plutôt que de dire celle-là n'est pas bonne, celle-là n'est pas bonne, ce que j'ai fait longtemps, c'est de se dire, elles sont toutes bonnes et laquelle est efficiente pour moi actuellement pour aller vers plus de facilité, de fluidité dans ma vie. C'est pour ça qu'on essaie de jongler avec les deux et que je trouve que c'est très, très, très riche.